Bonjour à tous. Thaïs, le célèbre opéra de Jules Massenet, se joue en janvier à l'Opéra de Monte-Carlo dans une mise en scène de son directeur, Jean-Louis Grenda. Voici les interviews dans les coulisses de sa répétition pré-générale en exclusivité pour Immersion. Jean-Louis Grenda, vous êtes le directeur de l'Opéra de Monte-Carlo. Vous mettez en scène Thaïs. Aujourd'hui ont lieu les répétitions de la pré-générale. Vous allez donc jouer ici à Monte-Carlo. C'est une chance inouïe. Oui, c'est une chance. Aujourd'hui, c'est une très grande chance. Il faut le dire avec modestie et simplicité parce qu'on est privilégié de pouvoir le faire, surtout par rapport au public, bien évidemment, mais par rapport aux artistes, parce que si on ne joue pas, ben voilà, les gens ne peuvent pas travailler, ils ne peuvent pas gagner leur vie. Donc déjà on fait de l'art et en plus on permet à des gens de vivre de leur métier, ce qui est notre mission. C'est important de le faire. On peut le faire parce qu'on est un petit territoire et que les choses sont plus maîtrisables. On ne peut pas comparer avec des très grandes villes, évidemment. Mais attention, on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise. C'est-à-dire qu'on se fait contrôler tout le temps et si jamais il y avait un incident, peut-être ça remettrait les spectacles en jeu. Alors Thaïs, racontez-nous l'histoire et puis les conditions de la création de cet opéra. Alors Thaïs, d'abord c'est d'après Anatole France, c'est un roman d'Anatole France. C'est un roman édifiant, c'est-à-dire qu'on est dans la conversion d'une courtisane. Donc c'est une comédienne, comme par hasard, une femme entretenue, parce qu'à cette époque-là on pensait que les comédiennes ne pouvaient être que des prostituées, bien évidemment. Et une prêtresse de Vénus, tout est dit, et elle va se faire convertir par Athanaël, qui est un moine, et que moi je considère comme un fou de Dieu, un fou intégral, en fait, qui a un conflit permanent entre son désir de chair, il est fou amoureux de Thaïs, et l'impossibilité de passer à l'acte, puisqu'il est moine. Donc ces deux trajectoires qui sont censées se croiser à un moment donné ne se croisent finalement pas vraiment, puisque lui ne peut pas passer à l'acte, et elle est censée devenir une sainte. Alors, comme on est très loin de la réalité, j'ai imaginé plutôt autre chose. C'est-à-dire que je crois que ce type est complètement fou et qu'une femme, même si elle a un bon fond, ne va pas du jour au lendemain, en un quart d'heure, être transfigurée par la foi. Oui, parce que lui veut la convertir en fait à la religion. Il veut la convertir à la foi catholique, elle a une mauvaise vie, il veut l'amener dans le droit chemin, mais pour cela, elle doit expier, bien sûr, parce que ça ne se fait pas dans la simplicité, mais ça doit se faire dans la douleur. Et en fait, cet homme qui est vraiment possédé par son désir de chair, il aime cette femme, il le dit à la fin, mais dès le début, on comprend qu'il l'a dans la peau, quoi. C'était quelque chose de... Ouais, il ne peut pas s'empêcher. Et donc, et comme il est complètement fou, ça le rend encore plus fou, ce désir charnel. Et pendant ce morceau magnifique d'orchestre, qu'on appelle la Méditation de Thaïs, qui est une pièce très connue et très très belle. Ce solo de violon, voilà, ce solo de violon superbe, où théoriquement Thaïs s'endort et commence dans sa pensée nocturne à se dire pourquoi pas, et elle va sortir de cette méditation transfigurée, transformée, elle va passer de la prostituée à la sainte. Moi je pense qu'il se passe autre chose, et ce qui se passe c'est qu'en fait lui, pétri de rêves érotiques et en même temps de religion et de rêves érotiques, il va venir pour assouvir son envie, mais ça va se terminer très mal, il va la tuer. Il la tue sur cette méditation, ce qui est un peu iconoclaste, j'en conviens, et la suite se passe uniquement dans sa tête. C'est-à-dire qu'il rêve une Thaïs qui répond à tous ses désirs. Tu vas souffrir? Oui, bien sûr, je vais souffrir. Tu vas croire en Dieu expié? Mais bien évidemment. Et tout prend un autre sens parce qu'on joue tout dans sa tête, et ce qui fait que tout passe au noir et blanc. Tous les costumes qui étaient en couleur au début, des costumes des chœurs notamment, tout passe au noir et blanc. Et on est dans un monde tout à fait imaginaire et fantasmé. Il est sans cesse entre le corps de celle qui l'a tué et l'âme de celle qui l'imagine, qui répond à ses désirs les plus fous, les plus secrets. Ce type est complètement fou.
Ce type qu'il incarne... Ah, ce type qu'il incarne, on peut dire, le mot incarnation est juste parce que les deux protagonistes, Et incroyable. bien sûr, incroyable, c'est bien évidemment elle, Marina Rebecca. On a beaucoup de chance. Et parce que c'est une artiste incroyable, une musicienne merveilleuse, une voix fantastique. Et puis Ludovic Tézier qui interprète pour la première fois le rôle d'Athanaël avec un mordant, un phrasé. C'est le plus grand baryton du monde, je crois qu'on peut le dire sans hésiter. Et voilà, maintenant il va jouer le rôle et c'est formidable parce que c'est quand même impressionnant de voir le meilleur du monde dans un grand rôle en français, parce qu'il a ce mordant de la langue, cette poésie, ce legato incroyable. Jean-François Borras n'est pas en reste, qui habite Nice et qui est un ténor enfant du pays, qui a chanté Carmen chez nous il n'y a pas longtemps, est un Nicias de luxe. Il faut dire qu'il interprète ce rôle sur la scène du Metropolitan Opera de New York, ce qui n'est pas rien. On est très heureux de l'avoir. Et puis voilà, sous la direction de Jean-Yves Ossons, qui maîtrise ce répertoire admirablement bien, on va essayer de faire un beau spectacle. Et puis les décors? Décors et lumière sont de Laurent Castin, qui est un magicien et de la lumière et du décor. J'ai fait plusieurs productions avec lui, mais tout ça n'est rien sans en plus parler des costumes de Jorge Yara, qui est une espèce de génie, de fou, de génie magnifique, un artiste quoi, un artiste comme je l'adore, plus la chorégraphie d'Eugénie Andrin et ces hip-hoppers qui viennent au milieu comme ça, oui. au milieu de la place publique, parce qu'en fait ce ballet, au départ, de toute façon, est un divertissement offert par Nicias pour les gens qui sont avec lui, pour ses copains. Donc voilà, on a actualisé, c'est devenu un truc un peu... Et puis la vidéo aussi. Et la vidéo, qu'a signée Gabriel Grinda, qui porte un nom que je connais. Et voilà, on essaye, alors la vidéo aujourd'hui n'est pas encore tout à fait prête, on essaye de mixer l'ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous. Jorge Jara, bonjour. Bonjour. Vous êtes costumier sur l'opéra Thaïs. Vous venez d'où, Jorge? Parce que... Moi, je suis né à Chili, mais j'habite à Berlin depuis 50 ans. Et vous collaborez avec l'opéra de Monte-Carlo depuis quand? Oh, très longtemps, parce que j'ai commencé avec Jean-Louis et déjà à travailler. Jean-Louis Grinda, donc le directeur et metteur en scène de cet opéra. Oui, mais on a travaillé déjà beaucoup à Liège, où lui a commencé sa carrière aussi comme metteur en scène et directeur de l'opéra aussi. Et moi, je travaillais beaucoup, parce que j'habitais aussi un peu à Bruxelles. Je travaillais beaucoup aussi à La Monnaie et à Liège. Et lui a continué à travailler avec moi ici. Est-ce que vous êtes heureux de participer à cet opéra, Thaïs? Oui, bien sûr, je suis très heureux. C'était difficile la décision de venir. Pourquoi? Oui, avec toutes les choses de la pandémie. Moi, je devenais 75, 75 cette année. Ça veut dire que je suis un peu vieux déjà. Et j'avais peur. C'est vrai? Oui, parce qu'on ne sait jamais avec les avions, avec tout ça, et tous les permis et toutes ces choses. C'est pour ça que c'est pas que j'ai douté. À la fin, j'ai décidé, c'est le soleil et je vais finir bien mon travail. Qu'est-ce qui vous a inspiré sur cet opéra? Mais regarde, moi j'étais à Chili, mais comme tout ce problème avec la pandémie aussi, je ne pouvais pas retourner. Ça veut dire que j'ai commencé à travailler avec Jean-Louis. On a parlé de la figure, un peu, mais tout par téléphone. Ce n'était pas possible de venir ici. Normalement, on passe quelques jours, on travaille ensemble ici, on change des idées. On a commencé à travailler comme ça, avec le téléphone, comme ça, mais je développais, voyais tous les dessins, lui était d'accord, on a fait correction. Et après, on a fait tous les costumes en Italie, comme on fait toujours, chez Fiore à Milan. Pour moi, c'était la première fois que je travaillais avec toutes ces choses que je ne suis pas très bien, avec les choses par Internet, et des Zoom, et des photos, et des WhatsApp, des photos.
C'était pour moi une grande expérience aussi, mais c'est bien passé. Comment se déroule ce fameux processus créatif? Alors donc d'abord vous dessinez, vous faites des aquarelles, Oui. comment ça se passe? Je fais des maquettes, des dessins que je dis là, si vous voulez regarder quelques-uns. Vous voyez, c'est les maquettes un peu de maquillage que je propose pour les solistes, pour les danseuses. Ça, c'est les cheveux pour Monsieur Tessier, Athanaël. Et ça, c'est pour les choses de cœur. L'époque est laquelle? L'époque qu'on On se a joue- lu, c'est le temps de la composition, qui a été composé au début du siècle passé. Mais aussi, l'invention, c'était aussi que se joue toujours en Égypte. Et quand elle arrive, c'est des costumes. Elle est une courtisane, mais aussi une actrice, elle est théâtre. Elle c'est donc Thaïs. Et Thaïs. Oui. Elle est aussi une actrice. Elle vient avec toute l'équipe de théâtre à une grande fête qu'elle donne. Et c'est la bourgeoisie qui l'attend, tous les admirateurs, parce qu'il a beaucoup de fans. Et ça va montrer très, très bien avec les couleurs comme ça qu'elle la reçoit. Donc beaucoup de couleurs au départ, c'est ça? Oui. Et après, quand ça passe des choses, elle devient tous les mêmes costumes, mais sont en blanc et noir. Vous êtes heureux du résultat? Oui, très heureux, oui. Pourquoi? Parce que c'était comme je voulais. Et aussi les chanteurs sont magnifiques, ils jouent très bien. Et ça, c'est très important. Merci beaucoup. Merci. Surtout le soleil, le temps et la situation ici à la Rovera. On vous souhaite en tout cas une belle réussite. Ok, merci. Marina, you're singing Thaïs in this opera. Thank you very much for the interview. Can you tell the story of Thaïs, your role? I think it's one of the most feminine roles I've ever really done. Mysterious, feminine, erotic, whatever, name it. And also very beautiful woman, very rich, who also was kind of an actress, yes, and who was serving in the temple of Venus. And Nathanael went to the desert to be with monks to pray God. So in the end, he saw that Thais was misbehaving because all the city was so crazy about her. So he decided that he wants to go and save the world from her. But in reality, he didn't save the world. He lost himself because he understood, as we hear in the last duet, that the only reason he says, "I love you," the only thing that counts in the world is loving between a woman and a man, and that's the real love. There is no God, there is nothing. That's the God, that's the religion. And I really admire Massenet for this statement, which he also had in Manon, in the scene of Saint-Sulpice, and here especially in Thais. So in a certain way, Thais, being this unpure, she's going from down up, becoming a pure, and Nathanael, being pure, becomes more human and goes down. And it's like this cross story, a beautiful love story. Each one of them understands love in his own way. And the direction of this opera by Jean-Louis Granda? Well, it's amazing. I love this opera house. It's especially now when everything is closed. I'm thanking God for being here. You know you are very lucky. I know, absolutely. It's Oasis. a small oasis in the ocean of COVID. Here you go. And I'm enjoying its fruits. I love France. I love Monte Carlo. I'm very happy. Thank you very much. You're very welcome.